Et salut à tous, c'est Timo pour Eurogaming et aujourd'hui je suis en compagnie de Romain, manager des Unicorns of Love. Comment ça va Romain? Ça va très très bien. Je savais pas que c'était Timo. Ça va? Comment Voilà. tu le vis? Bah écoute, c'est un petit peu difficile mais on n'est pas là pour ça. Alors Romain, t'es pas forcément très connu du public français, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors je m'appelle Romain Bijard, j'ai 27 ans et donc je suis, comme tu viens de le dire, le manager des Unicorns of Love. Ça fait à peu près un an que j'y suis. Avant ça, ça fait 2 ans à peu près que je suis dans l'e-sport. J'ai démarré, j'ai fait plusieurs stages qui étaient liés à ce monde-là. Dont notamment un chez Activision Blizzard, un petit peu événementiel, ce qui m'a permis de voir des events de jeux vidéo. Et de ça, j'ai transitionné vers Razer sur un autre stage et finalement j'ai été embauché chez eux en tant que e-sport manager. Du coup, je devais m'occuper, on avait tout un portefeuille d'équipes européennes et à un moment, une de ces toutes nouvelles équipes est arrivée, c'était Unicorns of Love. Plutôt que de choisir de se faire acheter comme ça se fait de nos jours, par exemple si tu arrives, surtout à l'époque, quand tu arrivais, tu pouvais commencer des discussions avec Team Liquid, tu pouvais commencer des discussions avec des grosses teams qui voulaient rentrer en LCS, tout comme maintenant on a pu voir Schalke O4 par exemple, voilà. Je ne connaissais pas du tout le foot, mais voilà, on m'a appris que c'était une grosse équipe, donc, qui viennent de racheter nos petits camarades de Elements. Et ils ont aussi discuté un peu avec nous, hein, potentiellement, donc ils voulaient vraiment acheter très très vite une équipe, c'est tombé sur Elements, tant mieux pour eux. Et donc voilà, donc dans ce portefeuille d'équipe, j'avais les licornes qui ne souhaitaient pas être achetés, donc ils avaient besoin quand même de quelqu'un pour faire un peu le business derrière. Donc j'ai quitté mon poste chez Razer pour aller m'occuper que d'eux, et ça fait un an et je suis ravi. Alors parlons un petit peu du Spring Split, hein, maintenant Unicorns of Love au Spring Split. Il y avait Diamond, ce jungler vétéran qui était sûrement un petit peu l'icône de votre équipe. Quel impact est-ce qu'il avait au sein de la team? Est-ce qu'il était vu comme un leader par le reste des joueurs? Alors c'est rigolo que tu emploies le mot icône parce que c'était pas du tout le cas quand on a démarré avec lui en novembre. En fait, donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, on est début novembre, on a notre équipe qui était là, on décide de se séparer de Vardax qui sous-performait clairement depuis 3-4 mois, qu'on aurait dû, je pense, mettre à la porte plus tôt, mais comme on est gentil, on discute beaucoup avec nos joueurs, il avait des problèmes familiaux, machin, donc on a dit bon, on va te garder un petit peu. D'ailleurs, on ne l'a même pas vraiment mis à la porte, on l'a mis en test. C'est-à-dire qu'on lui a dit dans 2 mois, on fait passer un test pour nos ADC, tu as le droit d'y participer et peut-être de regagner ta place dans l'équipe. Mais il avait perdu la confiance des potes, donc de toute façon c'était mort. Mais en gros voilà, donc on n'a plus d'ADC. En jungler, on avait Oro qui a décidé de rester à la maison parce qu'en fait il avait des gros problèmes de bégaiement et il commençait à devenir un peu âgé. Il arrivait vers la vingtaine et en fait pour du bégaiement il faut que ça se fixe avant. Du coup il est resté en Corée avec des docteurs etc. pour travailler là-dessus. Ce qui est dommage parce que c'était vraiment quelqu'un d'adorable et qui bossait bien. Mais bon, donc voilà, on a ces deux qui partent. Et qui était le dernier? Il m'en manque un. Et Power qui nous quitte pour Origen. Voilà. Donc on se retrouve avec que 2 joueurs, Visit Chachi et Nilisang, ce qui est une histoire qui vient de se répéter hein, il y a une semaine, donc c'est pour ça que j'en parle là. Et on décide de construire l'équipe autour de ces deux-là. On est une toute petite structure, hein. On a les 5 joueurs, le coach et moi qui vivons tous ensemble tout le temps. Et c'est tout. Ça veut dire que tu ne peux pas vraiment te permettre de prendre des gens avec qui tu vas mal t'entendre. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un comme un Forgiven par exemple, qui est assez notoirement quelqu'un d'un peu spécial à vivre avec au quotidien. Du coup voilà, ce genre de personnalité, pas forcément, parce qu'on vit ensemble, on se couche ensemble, les gens dorment à 2 par chambre, parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour avoir une énorme gaming house, contrairement à d'autres endroits. Donc voilà, donc on décide de créer cette équipe. On a fait passer énormément de tests, on a passé 3 semaines de tests, je pense, avec tout le monde. Donc qui a retenu notre attention? Steelback en ADC, parce que il était extraordinairement bon et surtout son état d'esprit était vraiment très très fort. Enfin, comme il en parle, je penserais très bien, mais lui, il était sur une des meilleures équipes d'Europe, Fnatic. Il se fait virer du jour au lendemain comme un malpropre. Il se retrouve à la rue plus ou moins. Il se fait drafter aux États-Unis où ça paye très très bien. Et là, c'est en mode film d'action, tu vois. Il pense à sa vie, il se remet en mode solo. Il se fait tout un petit emploi du temps bien. Il va bosser, il se lève le matin, il va à la gym, clac clac clac, et il revient en mode machine de guerre. Et c'est le Steelback qu'on a maintenant. C'est-à-dire qui est quelqu'un d'adorable et qui est surtout quelqu'un avec une énorme discipline, ce qui lui permet d'être aussi performant comme il l'a été. Donc c'est ce qu'on avait un peu senti chez lui en parlant avec lui. Donc on se dit bon, ADC, Steelback. Après, au mid, Fox était le meilleur de tous ceux qu'on a essayé. Donc on a pris Fox assez logiquement. Et en jungler, il y a un gros problème. Parce qu'en fait, le jungler par rapport aux autres positions sur une équipe LCS, c'est qu'il ne suffit pas d'être top du ladder. Parce qu'en top du ladder, en général, ça veut dire que tu carries ta lane, donc c'est plutôt blind. Le jungler, ça ne se joue pas du tout pareil en LCS qu'en solo queue. Là où sur les autres
poste, ça va être un peu plus la même chose. Le jungler, faut qu'il... Enfin, vous voyez bien les débuts de game LCS, c'est un enfer entre les swap lanes, les machins, la ward que tu dois aller poser là-bas parce que ton pote doit savoir que machin. Du coup, c'est compliqué de trouver des très bons junglers LCS et c'est pour ça que t'as pas beaucoup de rotation en fait dans les nouveaux junglers, donc tu es obligé d'aller puiser dans ceux où tu sais que sur scène, potentiellement, ça fera le taf. Et alors je ne comprends toujours pas pourquoi, Diamond n'avait pas d'équipe, alors qu'il a quasiment 4 ans d'expérience à haut niveau et il est extraordinairement bon. Et on a malheureusement pas beaucoup joué avec lui, mais les deux, trois premières games qu'on a eu de LCS, bah oui, on a été très fort, oui. Parce que Diamond, il est arrivé sur scène et il te faisait des calls. Je me souviens notamment d'une game où il envoie la botlane au top, il leur dit « mais restez sur la tour les gars, ils vous verront pas ». Comment il a eu cette idée, on ne sait pas, mais les types scoutent, ils se disent « bon, ils sont pas là », ils invadent la jungle, ils se font counter. Enfin, mais que des petits moves comme ça, qui sont très normaux quand tu arrives sur 4 ans d'expérience. Donc, sauf que 2 semaines plus tard, la nouvelle tombe, le visa n'est pas valide pour les Russes et on perd Diamond. Donc, on avait une nouvelle équipe, on était chaud paf paf, puis Diamond. Alors justement, ça a été difficile à combler la place de Diamond. Vous avez commencé par Djoko, prendre Djoko, c'est ça? Non seulement ça a été difficile, mais ça a été la panique. Et je pense que c'est ce que là où on avait, je pense, le potentiel pour finir dans un top 3 sur le split, on finit sur un miracle 5e. Ou je ne sais plus exactement comment on finit, mais enfin on finit sur les quarts de finale des playoffs. Ce qui est la vraie différence finalement en Europe en ce moment, c'est soit tu es dans les 2 premiers, soit tu es dans les 4 en dessous. Et on finit dans les 4 en dessous, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que il faut le remplacer un peu du jour au lendemain. Du coup, c'était Djoko, le premier Djoko que vous aviez pris de Millennium. C'est exactement ça. Comment est-ce que ça s'est passé avec Djoko? Alors, déjà, c'est ce que je t'expliquais déjà. Trouver des junglers compétents, il y en a très peu. Il y avait ce Djoko, je crois que c'est Illy qui avait déjà joué avec lui un petit peu sur le ladder. Donc, il nous a dit pourquoi pas ce type. Heureusement, j'avais encore 2-3 contacts chez Millennium, donc très rapidement, on a pu les contacter, le dire voilà, c'était littéralement un samedi pour un mardi. Parce que ton équipe doit être approuvée 48 heures avant par Riot. Complètement approuvée. Ça veut dire que un joueur... Qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas approuvée? Oh t'es dans la merde. C'est jamais arrivé, mais... alors non, potentiellement, ils peuvent te l'approuver en 24 heures, mais ça veut dire toi, derrière, tu te prends des amendes, voire des forfaits, des pénalités, des champions en moins, etc. Non, t'as plutôt intérêt à ce qu'elle soit dans les temps. Mais c'est-à-dire que c'est 48 heures, mais en plus de ça, il faut que le joueur soit behavior check, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il ne soit pas toxique. Alors, pas toxique, plus ou moins, hein, évidemment, mais en général, ça passe pas très très loin. Ça a d'ailleurs failli nous arriver pour Rudy. On en parlera juste après. Mais... Donc Djoko, on l'appelle, voilà, donc tout s'est réglé très très vite et Djoko a été validé le mardi à 15 h pour le truc à 18 h, je crois, une histoire comme ça. Et donc on est passé avec Djoko. Millennium, c'était un prêt, bien sûr, parce qu'à l'époque, ils avaient de très hauts espoirs pour pouvoir passer. Donc même pour Djoko, c'était très logique, lui, de rester dans son équipe. Si tout se passe bien, dans 3 semaines, il était LCS, on allait se revoir, quoi. On s'est quitté, il est parti de la Gaming House, c'est limite si on ne va pas dire rendez-vous dans un mois, quoi. Je suis désolé de retourner un peu le couteau dans la plaie, mais à l'époque, ils étaient très confiants, en tout cas. Donc Djoko est resté très peu, ce qui nous a permis de travailler sur une autre solution, qui était Rudy. Alors pourquoi Rudy? Parce qu'en fait, il jouait bien, tout simplement. Et que lui jouait très très bien sur son stream, il était très fort sur 2-3 persos, et il avait l'air sympa. Donc on l'a fait venir et on a passé 3 semaines avec lui. Alors Rudy. Comment ça s'est passé? Alors on sait que c'est un mec qui est très connu sur le ladder, notamment pour sa petite phrase « Salut, c'est Rudy ». Alors déjà on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Rudy n'est absolument pas toxique en jeu. D'accord. Il ne parle pas. Alors ce qui était un vrai problème pour nous, parce que sur ce behavior check notamment, on était un peu short. J'avais rendu les papiers limite, et ils m'appellent le mardi soir, ils me font Romain, on a un problème. Rudy a reçu énormément de reports, donc on n'est pas sûr qu'on va le behavior approved. Et ce que je dis, mais c'est chaud. C'est chaud ma gueule, parce que des gens pas behavior approved, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est en général des cas extrêmes de toxicité, c'est des types qui va te faire enculer, espèce de putain de nègre, véridique. Hein. Et même là, Riot se dit bon, c'est pas bien, mais quand même. Et du coup voilà, on s'est dit, si Rudy il passe pas, ça craint quand même, tous les jeux, toutes les parties avec lui, ça s'est très bien passé, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens le reportaient juste à cause de cette phrase au début. Parce que j'ignorais hein, avant d'arriver à ce niveau-là, mais les gens challenger et en diamant sont très toxiques. Très. Et ils n'hésitent pas, et comme ils se connaissent tous quasiment par cœur, ils n'hésitent pas à bien se rentrer dedans. Et du coup, le Rudy était très connu et les gens le trollent énormément. Mais pour rien. Typiquement, Narcus, pour ne citer que lui, qui apparemment l'a pris dans le nez. Enfin, je suis désolé, mais il n'y a aucune raison. Et j'ai passé pas mal de temps avec le Rudy, donc il n'y a aucune raison d'être en colère contre ce joueur en jeu.
En dehors du jeu, c'est quelqu'un d'un peu spécial, voire très spécial, qui a tendance à beaucoup parler que de lui et qui a eu un peu de mal à s'intégrer avec tout le monde, ce qui a posé problème en fait. Ce qui était, voilà. C'est pour ça que lors du recrutement, la personnalité du joueur est très très importante, parce que quand tu vis dans un espace, bon, on a un peu de place hein, quand même, mais qui est pas non plus, on se marche un peu sur les autres, forcément au bout d'un moment, si les gens ne sont pas assez ouverts d'esprit et pas assez gentils, ça va péter, forcément. C'est ce qui s'est ça s'est mal passé avec C'est exactement ce qui s'est passé. Il n'arrivait pas à vivre avec le reste de l'équipe. Donc ça s'est passé une bonne game de pot de game, mais après voilà, on a eu un problème où finalement la personnalité de Diamond était tellement forte et que c'était impossible de le remplacer, encore plus pour le pauvre Rudy qui arrivait de sa solo queue. Et du coup, il a un peu pris le chapeau et il a un peu, je pense, polarisé la mauvaise humeur de l'équipe. Donc bah voilà, on a été le voir un soir, on lui a dit mec, je suis désolé, on a bien réfléchi, mais tu vas rentrer chez toi. Comment est-ce qu'il l'a pris? Ben, de manière surprenante, il a très bien pris. Il a dit bah, écoutez les gars, très bien, je vais rentrer, je vais continuer de bosser quoi. Il a dit et il a repris l'exemple de Steelback pour le coup. Il a dit bah Steelback ça lui est arrivé une fois, moi je vois pas pourquoi ça pourrait pas m'arriver aussi. Il faut que je m'améliore, je rentre à la maison, je vais bosser quoi. Alors au final, solution que vous avez adoptée, Loulex. Alors on part sur ce bon vieux Loulex. Loulex qui est un joueur qui avait l'expérience de la scène. Loulex qui a fait les Worlds avec H2K. Comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi Loulex? C'est exactement ça. Ben voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne nous restait pas beaucoup de splits à jouer. Donc on savait que quelle que soit la personne, on lui ferait signer un contrat court et il nous fallait quelqu'un avec de l'expérience sur scène. Pour pas qu'on ait... Parce que je pense que c'est ce qui a un peu cramé Rudy aussi, c'est ce manque d'expérience avec la scène, ce manque d'expérience avec le public. Et du coup, ça faisait beaucoup à se polariser dessus, pas à se polariser, à se concentrer dessus. Et du coup, voilà, on voulait quelqu'un qui connaisse tout ça. Donc on a pris un vétéran qui n'était pas trop mauvais, qui était dispo. Il avait la chance de parler français, donc ce qui passait bien avec Steelback notamment. Donc voilà, on a pris Loulex. Ça s'est bien passé avec Loulex. Je pense que alors on finit sur un split très très décevant en perdant 3-0 sur notre match de quart de finale. Ce qui est pour nous, c'est pas un échec, mais c'est pas non plus une victoire. Parce qu'on regarde, en fait ce qui nous a un peu hanté toute la saison, c'est à quel point on était bon avec Diamond et à quel point on arrive à perdre à la fin. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir, quand on revient tous s'asseoir ici, on se prend un 3-0 alors qu'on a tout donné dans la préparation dans la semaine. On a vraiment beaucoup bossé. On se prend 3-0, bah, on se dit les gars, c'est le moment que tout le monde rentre chez soi et repense un peu à la vie. Et on va voir ce qui va se passer en revenant. Et du coup, 3 jours après, on a un appel de Steelback qui nous dit bah les gars, moi j'ai bien réfléchi, mais je pense qu'avec les 5 joueurs qu'on a là, on ne peut pas aller plus loin. Ce en quoi, ça comme ça, cash. Alors c'est l'avantage de Steelback, c'est quand il pense quelque chose, il le dit. Et ce qui est génial, hein, ce qui est adorable. Pour donner une comparaison avec Power, notamment quand il quitte l'équipe en octobre, il ne nous l'a pas fait à l'envers, mais on a su très très tard qu'il allait chez Origin. On a su 2 jours avant quoi. Donc ce qui était pas pratique du tout pour nous. Et même lui, il ne nous répondait plus depuis 2 semaines. On disait mais mec, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de se préparer la saison, tout ça. Il dit non, je ne sais pas encore s'il reste dans l'équipe ou pas. Ce qui n'est pas pro. Ce qui n'est pas pro parce que de toute façon, on était sous contrat avec lui, on n'allait pas foutre sur Twitter Power va chez XPK. Donc, et nous, on avait besoin de savoir pour commencer à chercher un mid et tout. Donc là où Steelback, du coup, a été très clair, il nous a dit bah voilà, les gars, moi je pense que je veux partir. Et Fox a suivi 2 jours après. Et nous, de notre côté, on a décidé de laisser Loulex partir parce que je sais pas, il fallait qu'on change tout à ce moment-là. On voulait retourner avec Illy et Nchachi au début. Et ses performances nous plaisaient. Vous vouliez reconstruire autour de voilà, et en gros l'idée c'était ça. L'idée principale c'était ça. Et Loulex ne leur convenait pas? C'était plus ça, ouais. Voilà. Ils voulaient tout partir à zéro. Donc on enlevait les 3 qu'on avait eus et on redémarrait le même jeu qu'on avait eu en novembre. C'était plus ou moins ça l'idée. Donc là le mercato a démarré avec 2 semaines épiques où du jour au lendemain tu sais que tu vends machin. T'as les Américains qui arrivent, t'as les Chinois, les Coréens. C'est rigolo. C'est vraiment très rigolo. Et le lundi matin, tu penses que tu as tes 5 joueurs. Le lundi soir, tu n'en as plus que 2. Entre ceux qui veulent te racheter les 2 joueurs que tu as, et tu lui fais non, mais tu n'as pas le droit de lui parler. Et puis tu as plein de règles parce que Riot contrôle un petit peu tout ça. Encore heureux parce que c'est déjà tellement le bordel avec Riot qui contrôle. Sans, je pense que ce serait infaisable. Mais du coup, voilà, ça a été 2 semaines un petit peu épiques où il y a eu beaucoup de changements. Et on en arrive avec 2 joueurs coréens. Donc au poste de mid et jungler. Donc au début, ça devait être que le jungler. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, la scène européenne, je pense qu'on l'a bien grattée. En tout cas, celle des 6 derniers mois, en essayant de savoir qui on peut prendre, parce que c'est quand même une question qui a été ouverte pour nous pendant 6 mois. Et on n'a trouvé personne en Europe, donc on se dit, est-ce qu'il n'est pas temps d'aller à l'international? On a eu Move. Donc alors, comment tu fais? Voilà, typiquement, comment tu fais pour aller chercher un joueur coréen demain? Eh bien, tu es obligé de passer par des recruteurs coréens. Parce que la plupart des Coréens... Donc le gros problème de la Corée, c'est que tu as un vivier énorme de joueurs et tu n'en as pas beaucoup qui parlent anglais.
Donc ils sont bloqués en Corée. Donc tu peux pas directement parler aux joueurs. Ah bah si on pouvait, on le ferait. Ouais. Mais c'est impossible parce que la D'accord. plupart ne parlent pas anglais. Du coup, tu es obligé de passer. Et même, comment tu fais? Ça veut dire ils ont des sites séparés pour voir leur ladder. Comment tu vas te créer un compte en jeu, tu leur dis coucou, je peux avoir ton email. Ça pourrait. T'as pas encore Riot bosse dessus, mais t'as pas encore de messagerie interconnectée, donc c'est impossible de contacter les gens. Du coup, sans recruteur, c'est très compliqué. Surtout que tout leur ladder avec leur nom en barre, c'est impossible à savoir. Enfin bref. Donc on a été voir quelqu'un, on lui a dit bah voilà, il nous faudrait un jungler qui ait déjà une expérience à l'international de préférence et qui soit passé par une équipe, c'est bien aussi. Du coup, il nous a sorti Move. Le problème, c'est que Move ne parle peu ou pas anglais. Donc on a dit ah, on n'est pas très chaud, on revient vers toi. Et on a eu l'autre demande d'un joueur qui s'appelle Veritas, du coup, qui était un petit peu. Alors pour toute la petite histoire, donc le Steelback qui finit chez Rocat. Et Rocat, en fait, était déjà en train de scouter ce joueur Veritas. Donc ça faisait déjà plus d'un mois qu'ils étaient en travail avec lui. Ils nous ont dit, mais on préférait Steelback quand même. Donc si vous voulez, on vous file Steelback. Et en échange, enfin, vous nous donnez Steelback. Et en échange de ça, on vous donne les contacts pour Veritas, qui est ce joueur qui a l'air vraiment très fort. Voilà, donc on a fait notre petite tambouille. Et en fait, la validation de Veritas a entraîné plus ou moins la validation de Move, parce que Veritas parlant et anglais et coréen, Move coréen, bah voilà, du coup, pour le langage de base, ça suffit. Quand il s'agit de trucs spécifiques, il traduit. Sachant que Move prend des cours d'anglais à côté, etc. Donc à terme, il parlera anglais de manière très bien. Bon, revenons sur League of Legends, Oui. sur le Summer Split. Nouvelle équipe, est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu avant de voir l'équipe performer au meilleur niveau, ou est-ce que vous allez direct carburer, finir premier dès la première semaine? Comment ça se passe? Je sais pas. À ton avis? Je sais pas du tout. On était dans le même état d'esprit en janvier l'année dernière. On a fait 5 victoires sur 6 matchs au tout début. On était refait. Donc c'est un peu comme dans les films quand tu gères ton équipe de commando et que tu les envoies pour la première fois au feu, tu vois. Tu as des films où ils ratent, mais ils vont devenir meilleurs après, et il y a des films où ils réussissent tout de suite. Et là, on est dans le même état. C'est-à-dire qu'on a recruté nos 5 commandos, on a notre coach, on est prêt. À l'entraînement, ils sont forts. On va voir. Alors justement, tu peux nous parler un petit peu du rythme d'entraînement? Comment est-ce que ça se passe au niveau de Alors, la ce semaine? qui se passe, c'est qu'en général, on va se lever le matin vers 8h15. C'est moi qui me lève, je toque aux portes, bam. À 8h40, on va prendre le tram. On part à la salle de sport, où on fait de 1h30 à 2h du sport. Principalement du cardio et plus de l'entretien que devenir des Golgoth, quoi. Mais pour être bien, parce que mine de rien, quand tu vas te retrouver sur scène face à un public, c'est pas énorme, un LCS c'est 300-400 personnes, mais derrière potentiellement des events, tu es présent sur Twitter, sur Facebook. Si tu te sens bien dans ton corps, forcément tu te sentiras mieux sur scène et tu seras plus efficace en interview, etc. Puis tu seras mieux dans ta vie tout court, donc Plus à l'aise. ça les réveille Ouais. en plus. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on rentre vers midi à peu près, midi 30. Moi je fais à manger. Pendant que eux se font 1 ou 2 games pour se chauffer les doigts. Vers 14h, on a un premier talk où on va décider qu'est-ce qu'on va jouer aujourd'hui, comment on va faire. Cet après-midi, on rencontre ces gens. Alors, le principe de scrim, je ne sais pas si c'est connu, mais c'est assez logique. En fait, c'est comme en boxe ou c'est comme en tennis. Quand tu es à très haut niveau, tu ne peux pas t'entraîner contre n'importe qui. Et parce que faut que tu aies un peu de répondant en face. Du coup, tu es obligé de book à l'avance d'autres équipes. Ce qui est très logique en fait quand tu le sais, mais je pense que la plupart des gens n'y ont pas pensé. Et en fait, on rencontre les autres équipes toute la semaine. Ce qui est un peu biaisé. Alors tu rencontres jamais, ça dépend les politiques, les policies des gens. Soit tu rencontres 1 semaine ou 2 semaines avant de les jouer. Donc par exemple, nous, je vais dire n'importe quoi, mais si on joue contre Fnatic, on va passer 2 semaines sans jamais jouer contre Fnatic. Et comme ça, ça évite de voir que eux voient avant ce qu'on joue, etc. Mais tu as tout un jeu énorme qui est de scouter quels sont les comptes de l'équipe en face, sur quoi ils s'entraînent en ce moment, son 3e compte, machin. Voilà, donc ça c'est rigolo. Donc du coup, tout l'après-midi on fait ça, le soir on mange, et après ils jouent en général duo queue, triple queue, voilà. Ou on refait des scrims, ça dépend. D'accord. En gros c'est ça, du samedi au mercredi. Tous les jours de la semaine, c'est la même chose? C'est ça. Ok. C'est ça. Donc avec un jour de pause, donc un jour sans scrim. Mais oui, ils jouent quand même. Mais du coup, c'est un rythme qui est quand même très soutenu. Alors, c'est très soutenu. Ça reste un taf qui est cool, hein, qu'on soit d'accord. On se parle de gens qui sont très bien payés, qui font quelque chose qu'ils adorent, qui ont l'opportunité d'être sur scène, qui sont au contact de la foule. C'est pas facile, mais c'est cool. Donc, c'est en ça que, par exemple, la communication de nos petits camarades de G2, je trouve, était dommage. Parce que, oui, je peux comprendre qu'ils aient eu besoin d'écrire ça. Après, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, Justement, parlons-en. Donc, on parle de G2 au MSI. Évidemment. Très bien. Oui, pardon. Alors, qui s'est planté au niveau de son jeu. Bon, ça, on va pas revenir là-dessus. Mais au niveau de la communication, à ton avis,
qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal au niveau de la communication? Ah bah fallait juste s'excuser d'avoir été mauvais et on reviendra meilleur la prochaine fois quoi. Enfin, ce qui était vrai. Et après, ils auraient aussi pu être honnêtes. Mais je suis persuadé qu'à ce niveau-là, être honnête dans sa communication, ça peut que t'apporter du bien parce que du coup, ça permet aux gens de comprendre tes problèmes. Et c'est ce qu'on a fait à chaque fois et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois sur Facebook, c'est d'expliquer clairement le fond du problème. Bah voilà, il est parti parce que et on a pris lui parce que. Et je pense qu'ils auraient dû faire la même. Et Ils n'auraient pas dû parler des vacances? Ben non, ce qui est une fausse. Ben déjà, tu parles pas des vacances, qui je pense n'a aucune influence sur le fait qu'ils étaient bons ou pas. Donc c'est devenu une blague maintenant, mais et ils ont peut-être eu raison de partir en vacances avant ou peut-être pas. La question est même pas là. Je pense pas que ce soit pour ça qu'ils ont perdu. Ils ont perdu parce qu'il y avait des gros problèmes au sein de l'équipe juste avant, parce qu'ils avaient des histoires de transfert qui sont arrivées au pire moment et ça a foutu tout le monde en l'air au moral quoi. Et je pense que c'est la principale raison. J'en sais rien, hein, c'est une supposition, mais à mon avis, c'est pour ça qu'ils perdent. Et c'est ce qu'ils auraient dû dire. Alors, on a eu des gros problèmes de communication à l'interne parce qu'il y a des joueurs qui devaient partir et voilà. Alors, les gens auraient râlé de toute façon, mais au moins ils auraient compris. Parce que là, et en plus, s'enfoncer dans son excuse en expliquant, vous comprenez, mes petits gars, ils bossent 10 heures par jour alors qu'ils sont payés 14 fois le SMIC. Non, c'est compliqué, non. Pour faire un jeu vidéo que t'aimes, non, ça nous aide pas. À côté de ça, Oslot fait des moves d'un point de vue business qui sont extraordinaires. Voilà, justement, tu me disais que c'était un très très bon businessman. Ah, c'est pour ça, là, il s'est juste un peu planté sur cette communication, mais ils viennent de faire un move incroyable en récupérant la meilleure botlane, une des meilleures botlanes en Europe d'un coup, dans une équipe qui est censée quand même, enfin Origin c'est l'histoire parfaite, les types démarrent, sont des potes, ils commencent Challenger, enfin de Challenger à Worlds en une saison quoi. C'est quand même une histoire qui vaut des films d'un point de vue communication. Donc, et ils récupèrent, hop, deux des potes de ce truc-là. C'est incroyable, ça veut dire que les types ont plus ou moins, d'après en plus qu'on entend les histoires, ont plus ou moins trahi XPK pour partir dans son dos, ils ont rien dit machin. Gros move de Oslot. Donc voilà, à côté de ça, il fait des choses qui sont assez incroyables. Il vient de choper une équipe Counter-Strike avec potentiellement un des meilleurs coachs, Jérôme, le français. Donc non, il fait vraiment des très très bons moves business. Communication, il n'était pas ouf, mais ça va venir. Alors, on parle de l'expansion de G2. Est-ce que tu penses qu'Unicorns of Love un jour va se lancer sur On d'autres n'a jeux? pas les sous pour le moment, Pas les que ce sous. soit très clair. Là, on est encore sur la phase où on fixe vraiment le business. Parce que moi, j'ai mis un peu de temps à m'intégrer aussi, parce que j'ai voulu faire ça bien. Donc, tu y vas tout doucement, à pas de loup, tu regardes un petit peu comment se passe l'équipe, etc. Ouais. Dans un environnement très familial, donc voilà. Mais là, clairement, moi, mon quotidien pour les 4 prochains mois, ça va être de chercher des sponsors, réinvestir dans les sports. Et oui, potentiellement d'aller sur d'autres jeux. T'as l'envie d'aller sur d'autres jeux, toi? Ah, je pense que ça serait une bonne idée, ouais. Bah, Counter-Strike, c'est le. Mais si tu dois y aller, et je pense que ça a été toute la problématique du G2, c'est que si tu veux y aller, il faut y aller bien. C'est facile de partir avec des nobody. Et le problème, c'est que au plus on avance, au plus il y a d'autres gens qui se posent la question. Typiquement avec Schalke qui arrive. Et ce qui est extraordinaire d'un point de vue sport. Enfin, là, donc nous, on a un peu discuté avec eux. On a préféré ne pas y aller parce que on pense que si Schalke vient maintenant, dans 3-4 mois, qui va venir? Et je souhaite, alors je ne sais pas si Schalke a la meilleure équipe actuellement pour réaliser quelque chose. Après, une fois de plus, bon, tout peut se passer pendant un split, mais je leur souhaite de gagner. Et le rêve, ça serait que Schalke finisse premier. C'est plus compliqué de dire ça de notre point de vue, mais oui, parce que si Schalke finit premier, avec tout ce que c'est encore derrière, si Schalke gagne les championnats du monde, très peu de chances d'arriver. Imagine ça arrive. Ça veut dire que dans les bureaux à Manchester, dans les bureaux à Bayern, dans les bureaux au PSG, et dis donc, est-ce que quelqu'un a vu le e-sport? Et là, oui. Et là, ça devient intéressant. Et je dis même pas ça pour que nous, on se fasse racheter. Mais ça veut dire que d'autres équipes vont se poser la question. Parce que j'ai pas envie qu'on se fasse racheter. Mais si les gros nez du football et d'autres sports viennent sur l'e-sport, c'est tous les sponsors derrière. Schalke, tous les sponsors qui viennent de mettre dans Schalke et dans Elements, bah maintenant, c'est des gens qui ont entendu parler de l'e-sport. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est le passage sur le mainstream, avec les budgets mainstream, avec la visibilité mainstream, etc. Mais est-ce que tu n'as pas peur justement que les équipes purement e-sportives disparaissent au bout d'un moment et se fassent toutes racheter par des équipes sportives à la base? On pourrait au bout d'un moment n'avoir que des équipes de foot en LCS. On pourrait avoir ça. On regarde des prix qui se pratiquent actuellement, il va falloir beaucoup d'argent si tu veux acheter Fnatic demain. Et ils diront jamais oui, je pense. Parce qu'une fois de plus, et c'est la même raison pour laquelle nous, petits, on a dit non, c'est que au plus le prix en face de nous va être gros. Enfin, les grosses structures football bossent avec un principe business de ROI, dans le Return on Investment, c'est-à-dire que chaque euro dépensé doit rapporter plus, forcément, sinon tu ne dépenses pas. C'est le principe marketing universel en Europe. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Peu importe, toujours est-il que s'ils sont prêts à dépenser 1, 2, 3, 10 millions dans une équipe, ça veut dire qu'eux espèrent faire autant d'argent sur les années qui arrivent. Si eux sont capables de faire cet argent, pourquoi pas nous? C'est un peu la question. Et si nous on est conscient de ça, des G2, des Oslot le sait très très bien, et des Fnatic aussi.
Donc tout cet argent existe. Moi, je vais aller le chercher moi-même plutôt que de donner la possibilité à Manchester de le faire, par exemple. D'accord, écoute Romain, merci beaucoup pour Eh cette ben de interview. rien, C'était super. Je vais te laisser le mot de la fin, c'est très gentil. ici, pour tes fans, pour les fans français du Pour les Nintendo fans Club. français, ben, Pour Gaming. bien Voilà, sûr, c'est ça. ben, un grand merci déjà au gaming de nous offrir la possibilité d'avoir cette interview pour pouvoir communiquer un peu avec les Français. Et merci beaucoup à tous les fans français qui nous suivent. Rendez-vous dans 2 semaines ou 1 semaine, je ne sais pas quand tu publieras, pour les LCS. Voilà, Merci beaucoup. de rien.